Eh bien, en fait, on passe du Liban au Québec sans trop le savoir, surtout quand on est petit, en suivant ses parents. En fait, je dirais que c'est un trajet qui ressemble au trajet de beaucoup de Libanais. C'est-à-dire, vu du point de vue libanais, c'est un trajet très banal et très commun. C'est-à-dire guerre civile, 2-3 ans de guerre civile, au cours desquels on se dit que la guerre va bientôt se terminer. La guerre ne se terminant pas, on se dit bon ben on va aller attendre dans un pays plus tranquille que la guerre se termine. Là, dans mon cas, eh bien, mes parents viennent en France dans les années 78 pour attendre que la guerre se termine. La guerre ne se terminant pas, donc au bout de 6-7 ans, pour des questions de papier de séjour, de permis de séjour, etc., on ne pouvait plus rester en France. Au Liban, la guerre faisait vraiment de plus en plus rage. Il fallait trouver une solution pour le quotidien, quoi. Donc mes parents ont trouvé la solution, dans notre cas, celle du Québec. Ça aurait pu être les États-Unis, ça aurait pu être l'Angleterre. Là, ça a été le Québec. Donc, j'ai suivi mes parents. Je me suis retrouvé donc au Québec. Et puis, je crois que à un moment donné, il y a eu la nécessité, mais je sais pas trop. Je crois pas que s'il y avait, je sais pas. Enfin, je peux pas dire, mais il y a la rencontre avec des œuvres, la lecture, la rencontre avec la peinture. Quand j'étais en France, on nous avait amenés au musée. J'ai trouvé quelque chose qui était très beau. Et je me suis rendu compte que ce qui est beau est peut-être la chose la plus importante dans ma vie. Et j'ai voulu à un moment donné faire à mon tour quelque chose qui soit beau. Et je me suis rendu compte que en prenant les choses qui étaient pas très belles autour de moi, je pouvais en faire des choses qui pouvaient devenir belles. Et donc par la suite, grâce à des rencontres très importantes dans ma vie, surtout au Québec, j'ai découvert le lien entre la pensée, la culture et la création. Puis j'ai essayé de les mettre ensemble pour moi d'abord, pour essayer de trouver une certaine forme de cohérence dans ce trajet qui n'en avait pas vraiment. Alors incendie, c'est ce qu'il faut. Je pense qu'il est important pour moi de dire, c'est qu'incendie, c'est une histoire. C'est né du désir de raconter une histoire au départ. C'est-à-dire que quand j'écris, je me préoccupe surtout de ce que je veux raconter, beaucoup plus de ce que je veux dire. Je me dis toujours que si je raconte ce que je veux vraiment raconter, ce que je veux dire et que j'ignore au moment où je veux le dire sera dit, parce que vous savez, quand vous écrivez une histoire, le personnage, soit il va à droite, soit il va à gauche. Eh bien, vous vous dites, moi, j'ai envie qu'il aille à gauche, mais vous savez pas exactement pourquoi. Donc, vous l'amenez à aller par là. Alors, il y va, puis vous le suivez un peu. Donc, le fait que ça soit une histoire, alors c'est l'histoire de quoi? On peut dire que c'est l'histoire de deux enfants, des jumeaux, qui essayent de comprendre pourquoi un jour, par hasard ou pas, pourquoi leur mère a décidé de se taire. Très concrètement, de ne plus prononcer un seul mot. Et ils vont être forcés, à un moment donné, d'élucider cette énigme. Donc, Incendie raconte cette quête, je dirais, de ces jumeaux-là, à travers la vie de leur mère, depuis quand elle était petite, adulte et plus âgée par la suite. Et pour la radio, ce qui était intéressant, c'est comme cette pièce a été écrite à mesure des répétitions, eh bien, je me suis rendu compte, en relisant la pièce, qu'il y avait des scènes qui étaient carrément impossibles à la radio parce qu'elles étaient trop liées à la mise en scène, trop liées à l'image, trop liées au fait d'être vues. Là, à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il fallait enlever ces scènes-là et les remplacer peut-être par d'autres choses, par d'autres textes. Et comme c'est avant tout une histoire, je me suis surtout posé la question comment on pouvait entendre cette histoire et comment on pouvait évoquer les images uniquement par le son, par la voix, par le texte. Et c'est là où, en effet, on arrive à un montage peut-être différent, plus elliptique que celui qu'il y avait dans le spectacle. Incendie de Wajdi Mouawad. Enregistré au théâtre 71 à Malakoff. Réalisation Christine Bernard-Sugy. Avec
Maurice Bénichou, Christophe Raymond, Vanessa Larré, Juliette Roudet, Laurence Bourdi-Lamrouche, Charles-Éric Petit, Evelyne Guimara, Martine Sarcey, Simon Duprez, Julia Védis-Bogart, Laurent Lederer, Omar Lekloum, Majid Bouali, Rabat Loussif, Gérard Dournel, Jacques Frantz, Malik Faraoun et Sabrina Baldassara. Bruitage, Bertrand Amiel. Incendie de Nawal. Notaire. Jour, été. Bureau de notaire. C'est sûr. C'est sûr, je préfère regarder le vol des oiseaux. Avant, je disais un oiseau. C'est votre mère qui m'a appris qu'il fallait dire un oiseau. Excusez-moi. Je ne veux pas vous parler de votre mère à cause du malheur qui vient de frapper, mais il va bien falloir agir, continuer à vivre, comme on dit. C'est comme ça. Entrez. Entrez. Entrez, ne restez pas dans le passage. C'est un passage. Et je comprends, en même temps, je comprends qu'on ne veuille pas entrer. Moi, je n'entrerai pas. Oui. Bon, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, j'aurais bien mieux aimé vous rencontrer dans une autre circonstance, mais l'enfer est pavé de bonnes circonstances, alors c'est plutôt difficile de prévoir. Je veux dire par là qu'on ne pouvait pas prévoir. La mort, ça ne se prévoit pas. Ça se prévient des fois, mais là encore, on est un peu démunis. J'aimais votre mère. Elle m'a souvent parlé de vous, elle disait les jumeaux. Quand elle est morte, il pleuvait. Ça m'a fait beaucoup de peine qu'il pleuve. Dans son pays, il ne pleut jamais. Alors, un testament, je ne vous raconte pas par le mauvais temps que ça représente. Excusez-moi. Dernière volonté. Notaire, jumeaux, jumelles. Testament de Madame Nawal Marwan. L'ouverture du testament se fait en présence de ses deux enfants, Jeanne Marwan et Simon Marwan, tous deux âgés de 22 ans et nés tous deux le 20 août 1980 à l'hôpital Saint-François à Villemar. Selon la volonté et conformément au règlement et aux droits de Madame Nawal Marwan, le notaire Hermile Lebel est institué exécuteur testamentaire. Je tiens à vous dire que c'était la décision de votre mère. J'étais personnellement contre. Je lui ai déconseillé, mais elle a insisté. J'aurais pu refuser, mais je n'ai pas pu. Enterrement. Au notaire Hermile Lebel. Notaire et ami. Emmenez les jumeaux. Enterrez-moi toute nue. Enterrez-moi sans cercueil, sans habit, sans écorce, sans prière, et le visage tourné vers le sol. Pierre et épitaphe. Au notaire Hermile Lebel. Notaire et ami, aucune pierre ne sera posée sur ma tombe, et mon nom gravé nulle part. Pas d'épitaphe pour ceux qui ne tiennent pas leurs promesses et une promesse ne fut pas tenue. Pas d'épitaphe pour ceux qui gardent le silence et le silence fut gardé. Pas de pierre, pas de nom sur la pierre, pas d'épitaphe pour un nom absent sur une pierre absente, pas de nom. À Jeanne et Simon, Simon et Jeanne. L'enfance est un couteau planté dans la gorge. On ne le retire pas facilement. Jeanne, le notaire Lebel te remettra une enveloppe. Cette enveloppe n'est pas pour toi.
Elle est destinée à ton père, le tien et celui de Simon. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Simon, le notaire Lebel te remettra une enveloppe. Cette enveloppe n'est pas pour toi, elle est destinée à ton frère, le tien et celui de Jeanne. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Lorsque ces enveloppes auront été remises à leur destinataire, une lettre vous sera donnée, le silence sera brisé, et une pierre pourra alors être posée sur ma tombe et mon nom sur la pierre gravée au soleil. Elle nous aura fait chier jusqu'au bout, la salope! La vieille pute! La salope de merde! L'enfant de chienne! Elle est morte, puis juste avant de mourir, elle s'est demandé comment elle pouvait faire pour nous fucker encore plus l'existence. Elle s'est assise, elle a réfléchi, et puis elle a trouvé faire son testament, son putain de testament. Elle l'a rédigé il y a 5 ans. Écoutez, elle est morte, votre mère est morte. Je vais pas la pleurer. Je lui dois rien, cette femme-là. Pas une larme, rien. On dira bien ce qu'on voudra, que j'ai pas pleuré à la mort de ma mère. Je dirais que c'était pas ma mère. Que c'était rien. Quand est-ce qu'elle a pleuré pour moi, pour Jeanne? Jamais, jamais. Elle a pourtant émis un souhait à votre égard. Vos prénoms sont là dans ses dernières volontés. Big deal. On est ses enfants et vous en savez plus que nous. Les enveloppes, l'argent. J'en veux pas de son argent. J'en veux pas de son enveloppe. Et c'est la meilleure, celle-là, ses dernières volontés. Retrouve ton père et ton frère. Pourquoi elle les a pas retrouvés elle-même si c'était si urgent? Pourquoi elle s'est pas un peu occupée de nous? S'il lui fallait absolument un autre fils quelque part. Et pourquoi dans son putain de testament, elle ne dit pas une seule fois le mot mes enfants pour parler de nous? Le mot fils, le mot fille. Pourquoi elle dit les jumeaux? Écoutez, je comprends. C'est pas tous les jours qu'on apprend que notre père, que l'on croyait mort, est encore vivant et qu'on a un frère quelque part dans le monde. Ça me tente pas de discuter avec vous. Ça me tente pas. On va l'enterrer, c'est tout. On va aller voir un salon funéraire. On va acheter un cercueil. On va la mettre dans le cercueil, mettre le cercueil dans le trou, la terre dans le trou, une pierre sur la terre et son nom sur la pierre, et on se barre. C'est impossible. Ce ne sont pas là les volontés de votre mère. Et je ne permettrai pas qu'on aille à l'encontre de ses volontés. Et tu es qui, toi, pour aller à l'encontre? Mais je suis, malheureusement, son exécuteur testamentaire. Et je n'ai pas la même opinion que vous sur cette femme. Comment vous pouvez la prendre au sérieux? Je veux dire, pendant 10 ans, elle passe ses journées au palais de justice à assister à des procès sans fin, de tordus, de vicieux et d'assassins en tout genre, puis du jour au lendemain, elle se tait, ne dit plus un mot, jamais, pendant des années. Je veux dire, 5 ans sans parler, putain, c'est long! Plus une parole! Plus un son, plus rien ne sort de sa bouche. Elle pète un plomb, elle s'invente un mari encore vivant, mort depuis des lustres, et un autre fils qui n'a jamais existé, parfaite fabulation de l'enfant qu'elle aurait voulu avoir, de l'enfant qu'elle aurait été capable d'aimer, cette salope. Et là, elle veut que moi j'aille le chercher. Putain! Du calme. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, mais tout de même. Je ne veux pas vous vexer, mais si c'était un acte de folie, elle n'aurait pas reparlé. Et puis l'autre jour, tout de même. Ou l'autre nuit, vous le savez, hein. Vous pouvez pas le nier. On vous a appelé et elle a parlé. Et vous ne pouvez pas dire que c'était une coïncidence ou l'effet du hasard. Je ne crois pas à ça, moi. Je veux dire que c'était un cadeau qu'elle vous faisait. Le plus beau cadeau qu'elle pouvait vous faire. Je veux dire, ça a son importance. L'infirmier nous l'a répété, il peut en témoigner. Je veux dire que c'est pas des blagues, là, le jour, l'heure de votre anniversaire, elle recommence à parler. Et elle dit quoi? Elle dit, maintenant que nous sommes ensemble, ça va mieux. Maintenant que nous sommes ensemble, ça va mieux. Je veux dire, c'est pas habituel comme phrase, hein. Elle a pas dit, coudon, que je mangerais bien, hot dog, oignon, relish, moutarde ou bedon, passez-moi le sel. Non, une phrase pareille, ça lui ressemble comme 2 couteaux. Hein. Vous ne pouvez pas dire non, le nier. Nier votre anniversaire. Maintenant, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, vous avez la liberté de faire ce que vous voulez. Vous avez la liberté de ne pas répondre aux volontés de votre mère. Vous n'êtes obligé en rien. Mais vous ne pouvez pas exiger la même chose des autres, de moi, de votre sœur. Les faits sont là. Votre mère demande une chose à chacun de nous 3. Ce sont des volontés. Et chacun fait ce qu'il veut. Même les condamnés à mort ont le droit à des volontés. Hein. Pourquoi pas votre mère?
Aujourd'hui, vous ne voulez pas en entendre parler, mais peut-être plus tard. Vous savez, Rome ne s'est pas construite en plein jour. Donnez-moi l'enveloppe qui m'est destinée, je vous prie. Mais la voici. Cette enveloppe n'est pas pour vous, mais pour votre père. Le vôtre est celui de votre frère. Votre mère souhaite que vous le retrouviez et que vous la lui remettiez. Vous croyez que votre père est vivant? En mathématiques, 1 plus 1 ne font pas 1,9 ou 2,2, ils font 2. Que vous y croyez ou pas, ils font 2. Tout le reste n'est que conjecture et hypothèse à résoudre et prouver. Mon père est mort. Ça, c'est la conjecture. Tout porte à penser qu'elle est vraie, mais rien ne la prouve. J'ai pas vu son cadavre, pas vu sa tombe. Il se peut donc, entre 1 et l'infini, que mon père soit vivant. Ma mère vous a-t-elle déjà parlé de mon père? Wahab! Wahab! Nawal! Elle m'a simplement dit qu'elle l'avait connu alors qu'elle était très jeune. Wahab! Au revoir, monsieur Lebel. Nawal! Ce qui est là. Aube, forêt, rocher, arbre blanc. Nawal, 14 ans, et Wahab. Wahab, ne dis rien. Ne me demande pas pourquoi je pleure, ne me demande rien, je t'en prie. Imagine que je ne pleure pas. Imagine que je suis comme toujours. Ne me pose aucune question, Wahab, parce que tu ne sais pas. Je vais te le dire. Je vais te le dire et tu le sauras et nous serons à nouveau deux, oui. Maintenant que nous sommes là, ça va mieux. Je t'ai appelé toute la nuit, j'ai couru. Toute la nuit, je savais que j'allais te trouver au rocher aux arbres blancs, je vais te le dire. Je voulais le hurler pour que tout le village l'entende, mais je ne pouvais pas. Je dois te le dire à l'oreille, Wahab. Après, je ne pourrai plus te demander de rester dans mes bras, même si c'est ce que je veux le plus au monde, même si j'ai la conviction que je serai à jamais incomplète si tu demeures à l'extérieur de moi, même si, à peine sortie de l'enfance, je t'avais trouvé, toi, et qu'avec toi, je tombais enfin dans les bras de ma vraie vie, je ne pourrais plus rien te demander. J'ai un enfant dans mon ventre, Wahab. Mon ventre est plein de toi. Mon ventre est plein de toi, tu vois. C'est un vertige, n'est-ce pas? C'est magnifique et horrible, n'est-ce pas? C'est un gouffre et c'est comme la liberté aux oiseaux sauvages, n'est-ce pas? Et il n'y a plus de mots. Quand j'ai entendu la vieille Elham me le dire, un océan a éclaté dans ma tête, une brûlure. Elham ne se trompe pas. Elle m'a promis qu'elle ne dira rien à personne. Ce ne sont pas mes affaires, elle a dit. Mais dans 2 semaines au plus tard, tu ne pourras plus le cacher. On ne le cachera pas. On nous tuera. Toi, le premier. On leur expliquera. Et tu crois qu'ils nous écouteront? Qu'ils nous entendront? Nawal, écoute-moi. Cette nuit est un cadeau. Je n'ai peut-être pas de tête pour dire ça, mais j'ai un cœur et il est solide. Il est patient. Ils crieront, nous les laisserons crier. Ils nous injurieront, nous les laisserons injurier, peu importe. À la fin, après leurs cris et leurs injures, il restera toi, moi et un enfant, de toi et de moi, toi et moi, réunis, ton visage et mon visage dans le même visage, j'ai envie de rire. Ils me frapperont, mais moi, toujours, j'aurai un enfant au fond de ma tête. Maintenant que nous sommes ensemble, ça va mieux. Nous serons toujours ensemble. Te souviens-tu de ce petit nid de clown que j'ai réussi à voler lorsque le cirque ambulant est passé dans notre village? Je l'avais volé pour continuer à entendre ton rire. Je ne veux pas que ton rire cesse, Nawal. Alors, prends ce petit nez et garde-le avec toi. Tiens, je te le donne. Quand tu auras envie de pleurer, il te donnera envie de rire. Talisman contre le malheur. Rentre chez toi, Nawal. Attends qu'il se réveille. Si tu as peur, pense qu'au même instant, je serai chez moi, attendant que tous se réveillent. Et je leur dirai, l'aube n'est pas loin. Pense à moi comme je pense à toi. Et ne te perds pas dans le brouillard. N'oublie pas, maintenant que nous sommes ensemble, ça va mieux. Carnage. Maman, Cet enfant ne te regarde pas, Nawal. il est dans mon ventre. Oublie ton ventre. Je mets ma main là. Je vois déjà son visage. Cet enfant ne te regarde pas. Il n'existe pas. Il n'est pas là. Elham me l'a dit. Elle m'a dit, tu portes un enfant. Elham n'est pas ta mère. Sèche tes larmes. Nawal, tu choisiras. Garde cet enfant et à l'instant, quitte les vêtements que tu portes et qui ne t'appartiennent pas. Quitte la maison, quitte ta famille, ton village, tes montagnes, ton ciel et tes étoiles, et quitte-moi. Quitte-moi nu avec ton ventre et la vie qu'il renferme.
Ou bien reste et agenouille-toi, Nawal. Agenouille-toi. Maman. Quitte tes vêtements ou agenouille-toi. Tu resteras à l'intérieur de la maison comme cette vie est à l'intérieur de toi. Elham viendra sortir cet enfant de ton ventre. Elle le prendra et le donnera à qui elle voudra. L'enfance. Maintenant que nous sommes ensemble, ça va mieux. Maintenant que nous sommes ensemble, ça va mieux. Maintenant que nous sommes ensemble, ça va mieux. Patience, Nawal. Il ne te reste plus qu'un mois. J'aurais dû partir, grand-mère. Ne pas m'agenouiller, ne pas m'agenouiller. Tout ceci nous arrive de la misère, Nawal. Pas de beauté autour de nous. Pas de beauté. Nawal! Nawal, c'est moi. Wahab! Écoute-moi, Nawal, je n'ai pas beaucoup de temps. À l'aube, on m'emmène, loin d'ici et loin de toi. Je reviens du rocher aux arbres blancs, j'ai dit adieu au lieu de mon enfance. Et mon enfance est pleine de toi, Nawal. Nawal. Ce soir, l'enfance est un couteau que l'on vient de me planter dans la gorge. À jamais, j'aurai dans la bouche le goût de ton propre sang. Je voulais te le dire. Je voulais te dire que cette nuit, mon cœur est plein d'amour. Il va exploser. Partout, on me dit que je t'aime trop. Moi, je sais pas ce que ça veut dire aimer trop. Je sais pas ce que ça veut dire être loin de toi. Je sais pas. Ce que ça veut dire quand tu n'es plus là, je ne sais pas. Mais partout où je serai, tu y seras. Nous rêvions de regarder l'océan ensemble. Eh bien, Nawal, je te le dis. Je te le dis, le jour où je le verrai, le mot océan explosera dans ta tête. Il explosera. Et tu éclateras en sanglots, car tu sauras alors que je pense à toi et que je ne suis pas loin. Peu importe où je serai, nous serons ensemble. Il n'y a rien de plus beau que d'être ensemble. Ne sèche pas tes larmes, car je ne sécherai pas les miennes de toute la nuit. Et quand tu mettras cet enfant au monde, dis-lui mon amour pour lui. Mon amour pour toi. Dis-lui. Je lui dirai, je te jure que je lui dirai. Pour toi et pour moi, je lui dirai. Je lui soufflerai à l'oreille. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Je lui dirai pour toi et moi. Je retournerai moi aussi au rocher aux arbres blancs. Je dirai moi aussi au revoir à l'enfance. Et l'enfance sera un couteau que je me planterai dans la gorge. Promesse. Nuit. C'est un garçon. Nawal, fais tes adieux à cet enfant. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Promesse de ton père, de ta mère. Nawal glisse le nez de clown dans les langes de l'enfant. Lire, écrire, compter, parler. Nawal. Prends-moi la main, Nawal. Je te tiens, grand-mère. Voilà un an. Un enfant est sorti de ton ventre. Et depuis, tu marches la tête dans les nuages. Ne tombe pas, Nawal. Ne dis pas oui. Dis non. Refuse. Ton amour est parti. Ton enfant est parti. Il a eu un an. Il y a quelques jours seulement. Tu vois, tes yeux se mettent aussitôt à couler. N'accepte pas, Nawal. N'accepte jamais. Écoute-moi alors. Écoute-moi. Pour pouvoir refuser, il faut savoir parler. Alors, arme-toi de courage et travaille bien, ma petite Nawal. Écoute ce qu'une vieille femme qui va mourir a à te dire. Écoute bien.
Je t'écoute, grand-mère. Apprends à lire. Apprends à écrire. Apprends à compter. Apprends à parler. Apprends. C'est ta seule chance de ne pas nous ressembler. Apprends. Promets-le-moi. Je te le promets. Ils m'enterreront dans 2 jours. Ils me mettront en terre, le visage tourné vers le ciel. Sur mon corps, ils lanceront chacun un seau d'eau, mais ils ne marqueront rien sur la pierre, car aucun d'entre eux ne sait écrire. Toi, Nawal, quand tu sauras, reviens et grave mon nom, car j'ai tenu mes promesses. Je te le promets. Notre famille, les femmes de notre famille, sommes engluées dans la colère depuis si longtemps. J'étais en colère contre ma mère, et ta mère est en colère contre moi, tout comme tu es en colère contre ta mère. Toi aussi, tu laisseras à ta fille la colère en héritage. Il faut casser le fil. Alors, apprends à lire, apprends à écrire, apprends à compter, apprends à parler, apprends. Puis va-t'en. Tu entendras ma voix qui te dira « Pars, Nawal, pars. Prends ta jeunesse et tout le bonheur possible et quitte le village. Tu es le sexe de la vallée, Nawal. Tu es sa sensualité et son odeur. Prends-les avec toi et arrache-toi d'ici comme on s'arrache du ventre de sa mère. Apprends à lire, à écrire, à compter, à parler. Apprends à penser, Nawal. Apprends. Nazira meurt. Silence. Monsieur Antoine Ducharme? Jeanne Marwan. Je suis la fille de Nawal Marwan. Vous avez été son infirmier durant 5 ans. La voix de votre mère résonne encore à mes oreilles. Maintenant que nous sommes ensemble, ça va mieux. Je voulais savoir si elle n'avait rien dit d'autre. Ce sont exactement les mots qu'elle a prononcés. Pendant 5 ans, ce fut toujours le même silence. Je suis désolé. Je vous remercie tout de même. Et que cherchez-vous? Elle nous a toujours dit que notre père est mort pendant la guerre dans son pays natal. Mais à travers son testament, elle me remet une lettre qui lui est adressée, alors je ne sais pas. Je cherche une preuve de sa mort. Je suis content que vous soyez venue, Jeanne. Depuis qu'elle est morte, j'hésitais. Je voulais vous appeler, vous et votre frère, pour vous dire, vous expliquer. Mais j'hésitais. Au cours de toutes ces années passées à son chevet, je devenais étourdi à force d'entendre le silence de votre mère. Et une nuit, je me suis réveillé avec une drôle d'idée. Peut-être qu'elle parle quand je ne suis pas là. Peut-être qu'elle parle toute seule. Alors j'ai apporté un enregistreur à cassette. J'ai hésité, je n'avais pas le droit. Si elle parle seule, c'est son choix. Alors je me suis promis de ne jamais écouter. Enregistrer sans jamais savoir. Enregistrer. Enregistrer quoi? Du silence. Son silence. Le soir, avant de la quitter, je démarrais l'enregistrement. Un côté d'une cassette faisait 1 heure. Je n'ai pas trouvé mieux. Le lendemain, je retournais la cassette et avant de la quitter, je lançais à nouveau l'enregistrement. J'ai enregistré plus de 500 heures. Toutes les cassettes sont là. Prenez-les. C'est tout ce que je peux faire. Je vous remercie.
incendie de l'enfance. Le nom sur la pierre. Nawal, 19 ans, devant la tombe de sa grand-mère. Noun. Aleph. Zain. Ye. Ra. Nazir. Ton nom éclaire ta tombe, grand-mère. Je te quitte à présent et je quitte le village, pour de bon. J'ai rempli ma promesse envers toi. Je remplirai ma promesse envers lui, tenue au jour de sa naissance. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Merci, grand-mère. Saouda. Je t'ai vu. De loin, je t'ai observé quand tu as gravé le nom de ta grand-mère sur sa pierre. Je t'ai vu, puis tu t'es levé d'un coup et tu t'es enfui en courant. Pourquoi? Et toi, pourquoi tu m'as suivi? Je voulais te voir écrire, voir si ça existait vraiment. Ici, la rumeur est partie très vite ce matin. Après 3 ans, tu revenais dans le camp. On disait, Nawal est revenue, elle sait écrire, elle sait lire. Tout le monde riait. J'ai couru pour t'attendre à l'entrée du village, mais tu étais déjà là. Tu es parti, je t'ai suivi. Qu'est-ce que tu veux? Apprends-moi à lire, à écrire. Je m'en vais, je quitte le village. Alors je ne peux pas t'apprendre. Je pars avec toi. Je te suivrai, je sais où tu vas. Ce n'est pas Wahab que tu veux retrouver, c'est ton enfant. Tu vois, je ne me trompe pas. Emmène-moi avec toi et apprends-moi à lire. En échange, je t'aiderai. Je sais voyager. Et à 2, on sera plus fortes. 2 femmes, côte à côte. Emporte-moi. Si tu es triste, je chanterai. Si tu es faible, je t'aiderai. Je te porterai. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Je me lève le matin, on me dit « Saouda, voici le ciel », mais on ne me dit rien sur le ciel. On me dit « Voici le vent », mais on ne me dit rien sur le vent. On m'indique le monde est muet. Et la vie passe et tout est opaque. J'ai vu les lettres que tu as gravées. Et j'ai pensé « Voici un prénom », comme si la pierre était devenue transparente. Un mot et tout s'éclaire. Et tes parents? Mes parents ne me disent rien, ils ne me racontent rien. Je leur demande « Pourquoi a-t-on quitté le Sud ?» Ils me disent « Oublie, à quoi bon? N'y pense plus, il n'y a pas de Sud, pas d'importance. On est en vie et on mange chaque jour, voilà ce qui compte. » Ils disent « Ici, la guerre ne nous rattrapera pas. » Je réponds « Elle nous rattrapera. La terre est blessée par un loup rouge qui la dévore. » Mes parents ne racontent rien. Je leur dis « Je me souviens, on a fui au milieu de la nuit. Des hommes nous ont chassés de notre maison, ils l'ont détruite. » Ils me disent « Oublie. » Je dis pourquoi mon père était à genoux à pleurer devant la maison brûlée. Qui l'a brûlée? On me répond, tout cela n'est pas vrai. Tu as rêvé, Saouda, tu as rêvé. Alors je ne veux plus rester ici. Wahab criait ton nom et c'était un miracle au milieu de la nuit. Moi, si on m'enlevait, aucun prénom ne viendrait à ma gorge, aucun. Comment aimer ici? Pas d'amour? Pas d'amour? Et comme on me dit, oublie Saouda, oublie. Alors j'oublierai. J'oublierai le village, les montagnes et le camp. Et le visage de ma mère et les yeux ravagés de mon père. On n'oublie pas, Saouda, je te jure. On aimerait, mais on n'oublie pas. Mais viens quand même. Frères et sœurs. L'université te cherche, tes collègues te cherchent, tes élèves te cherchent, on m'appelle, tout le monde m'appelle, Jeanne ne vient plus à l'université, on ne sait plus où est Jeanne. Ne crie pas. Tu es en train de faire comme elle. Ce que je fais ne concerne que moi, Simon. Non, excuse-moi, ça me concerne aussi. Tu n'as plus que moi. Et je n'ai plus que toi. Et tu fais comme elle fait. Tu deviens comme elle, tu te tais, tu ne dis plus rien, comme elle. Son téléphone sonnait, elle ne répondait pas, ton téléphone sonne, tu ne réponds pas, elle s'enfermait, tu t'enfermes, tu te tais, tu restes là à écouter du silence sur des cassettes. C'est son silence à elle. Tu es en train de devenir folle, Jeanne. Qu'est-ce que tu sais de moi? D'elle? Jeanne, tu vas jeter les cassettes, tu vas retourner à l'université, tu vas donner tes cours et tu vas terminer ton doctorat. Je me fous de mon doctorat. Tu te fous de tout. Tu comprends jamais rien. 1 et 1 font 2, même ça, tu comprends pas. C'est vrai qu'il faut te parler en chiffres, toi. J'ai dit que je me foutais de mon doctorat. Il y a quelque chose dans le silence de ma mère que je veux comprendre, que moi, je veux comprendre. Et moi, je te dis qu'il n'y a rien à comprendre. Laisse-moi, Simon. Le notaire nous attend dans 3 jours pour signer tous les papiers. Tu vas venir? Tu vas venir, Jeanne. Jeanne,
Réponds-moi, tu vas venir! Oui! Va-t'en maintenant. Alphabet. Aleph. B. T. Th. Jim. Ha. Ha. Dal. Dal. Ra. Za. Sin. Shin. Sad. Dod. Ta. Za. Ain. Rain. Fa. Kaf. Kaf. Lam. Mim. Nun. Ha. Lam. Aleph. Waouya. Ça, c'est l'alphabet. Il y a 29 sons, 29 lettres. Ce sont tes munitions, tes cartouches, tu dois toujours les connaître. Comment tu les mets les unes avec les autres, ça donne les mots. Chaque mot se décompose en plusieurs lettres. Bientôt, je t'apprendrai à reconnaître les signes qui représentent chaque lettre. Ces signes sont les munitions de l'écriture. Quand tu les assembles, tu formes l'écriture du mot. Regarde. Nous arrivons au premier village du sud. C'est le village de Kfar Rayat. Ici, il y a un orphelinat. Allons voir. Par où commencer? Antoine, aidez-moi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne sais pas. Vous avez entendu sa voix, vous êtes le seul à l'avoir entendue. Je ne sais pas par où commencer. Il faut commencer par le début. Quand votre mère a-t-elle cessé de parler? À l'été 97, au mois d'août, le 21. Le lendemain de notre 17e anniversaire à Simon et moi. Elle rentre à la maison et elle se tait. Point. Il n'y a rien eu de particulier pourtant. À l'époque, elle suivait une série de procès au tribunal pénal international. Pourquoi? Ça concernait la guerre qui a ravagé le pays de sa naissance. Et cette journée-là? Rien. J'ai lu et relu 100 fois le procès verbal pour essayer de comprendre. Vous n'avez rien trouvé d'autre? Une petite photo. Elle a 35 ans avec une de ses amies, regardez. Confiez-moi la photo. Je la ferai agrandir. Je la regarderai pour vous. J'ai l'habitude de faire attention aux petits détails. Il faut commencer par là. Orphelinat de Kfar Rayat. Où sont passés les enfants? Il n'y a plus d'enfants. L'orphelinat est désert. Pourquoi? C'est la guerre. Quelle guerre? Qui sait? Personne ne comprend. Les frères tirent sur leurs frères et les pères sur leurs pères. Une guerre. Mais quelle guerre? Un jour, 500 000 réfugiés sont arrivés de l'autre côté de la frontière. Ils nous ont dit, on nous a chassés de nos terres, laissez-nous vivre à vos côtés. Des gens d'ici ont dit oui, des gens d'ici ont dit non. Des gens d'ici ont fui. Des millions de destins et on ne sait plus qui tire sur qui ni pourquoi. C'est la guerre. Et les enfants qui étaient ici, où sont-ils? Tout s'est passé très vite. Les réfugiés sont arrivés, ils ont pris tout le monde, même les nouveau-nés, tout le monde. Ils étaient en colère. Et les réfugiés, pourquoi ils ont enlevé les enfants? Pour se venger. Il y a 2 jours, les miliciens ont pendu 3 adolescents réfugiés qui se sont aventurés en dehors des camps. Pourquoi les miliciens ont-ils pendu les 3 adolescents? Parce que 2 réfugiés du camp avaient violé et tué une fille du village de Kfar Samira. Pourquoi ces 2 types ont-ils violé cette fille? Parce que les miliciens avaient lapidé une famille de réfugiés. Pourquoi l'ont-ils lapidée? Parce que les réfugiés avaient brûlé une maison près de la colline du Thym. Pourquoi les réfugiés ont-ils brûlé la maison? Pour se venger des miliciens qui avaient détruit un puits d'eau foré par eux. Et pourquoi les miliciens ont-ils détruit le puits? Parce que les réfugiés avaient brûlé une récolte du côté du fleuve aux chiens. Et pourquoi ont-ils brûlé la récolte? Il y a certainement une raison, ma mémoire s'arrête là, je ne peux pas monter plus haut. Mais l'histoire peut se poursuivre encore longtemps, de fil en aiguille, de peine en tristesse, de viol en meurtre, jusqu'au début du monde. Ils sont partis où? Vers le sud, dans les camps. Et maintenant tout le monde a peur, on attend les représailles. Vous connaissiez les enfants? Je suis le médecin qui les soignait. Je veux retrouver un enfant de 4 ans. Il est arrivé ici quelques jours après sa naissance. C'est la vieille Elham qui l'a sorti de mon ventre et l'a emporté. Un garçon, venu du nord. Je suis médecin, pas administrateur. Je fais le tour de tous les orphelinats, je ne peux pas tout savoir. Allez voir dans les camps, au sud. Photographie et autobus du sud. J'ai fait agrandir la photo. Regardez. On est au pays de votre mère.
C'est l'été. On le voit aux fleurs qu'il y a derrière elle. Ce sont des herbes sauvages qui poussent en juin et juillet. Les arbres sont des pins parasols. Il y en a partout dans la région. Sur l'autobus, dans le fond, brûlé, là, il y a des inscriptions. J'ai demandé à l'épicier au coin de ma rue qui vient du pays. Il a lu « Réfugiés de Kfar Rayat ». J'ai cherché de mon côté l'historique du procès. Un des plus longs chapitres concerne une prison construite pendant la guerre à Kfar Rayat. Bah alors, justement, regardez. Vous voyez? Au-dessus de sa main. Qu'est-ce que c'est? La crosse d'un pistolet. Et son ami aussi, là. On le devine sous sa chemise. Qu'est-ce qu'elle faisait avec un pistolet? La photo ne le dit pas. Peut-être qu'elle travaillait comme gardienne de prison. La prison date de quand? 1978, d'après le procès. Bon. On sait que votre mère était, vers la fin des années 70, dans les environs du village de Kfar Rayat, où une prison a été construite. Elle avait une amie, dont on ignore le nom, et toutes deux portaient un pistolet. Ça va? Ça va, Jeanne? Non, ça ne va pas. De quoi avez-vous peur, Jeanne? De trouver. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Acheter un billet d'avion. Des pelouses de banlieue. C'est pas tous les jours dimanche, c'est sûr, mais de temps en temps, ça fait du bien. Sortons. Sortons. Ne restons pas dans la maison, enfin. C'est la canicule. Ils refont la chaussée. Ça va être comme ça jusqu'à l'hiver. Ah, les papiers sont là. À cause des travaux, ils ont détourné la ligne d'autobus. Ils ont mis un arrêt juste là, de l'autre côté de la clôture de mon jardin. Tous les autobus qui passent s'arrêtent ici et chaque fois qu'un autobus s'arrête, je pense à votre mère. Bon, ok, on peut faire ça vite, j'ai un combat ce soir et je suis déjà en retard. Pourquoi vous pensez à notre mère chaque fois qu'un autobus s'arrête? À cause de sa phobie. Quelle phobie? Sa phobie des autobus. Tous les papiers sont là et sont conformes. Vous ne saviez pas? Non. Elle n'est jamais montée dans un autobus. Est-ce qu'elle vous a dit pourquoi? Oui. Quand elle était petite, elle a vu un autobus de civils se faire mitrailler devant elle. Une affaire effroyable. Comment vous savez ça, vous? Elle me l'a dit. Mais pourquoi elle vous dit ça à vous? J'en sais rien. Parce que je lui ai demandé. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement au sujet de l'autobus? Qu'est-ce qu'elle vous a raconté? Elle m'a raconté qu'elle venait d'arriver dans une ville. Un autobus est passé devant elle, bondé de monde. Des hommes sont arrivés en courant. Ils ont bloqué l'autobus, ils l'ont aspergé d'essence. Et puis d'autres hommes sont arrivés avec des mitraillettes et... Jeanne! Jeanne, reviens! J'étais dans l'autobus, Saouda. J'étais avec eux. Quand ils nous ont arrosé d'essence, j'ai hurlé « Je ne suis pas du camp, je ne suis pas une réfugiée du camp, je suis comme vous, je cherche mon enfant qu'ils m'ont enlevé. » Alors ils m'ont laissé descendre. Et après, ils ont tiré, et d'un coup, vraiment, l'autobus a flambé. Il a flambé avec tout ce qu'il y avait dedans. Il a flambé avec les vieux, les enfants, les femmes, tout. Une femme essayait de sortir par la fenêtre. Mais les soldats lui ont tiré dessus et elle est restée comme ça, à cheval sur le bord de la fenêtre. Son enfant dans ses bras au milieu du feu, et sa peau a fondu, et la peau de l'enfant a fondu, et tout a fondu, et tout le monde a brûlé. Il n'y a plus de temps, Saouda. Le temps est une poule à qui on a tranché la tête. Le temps court comme un fou à droite, à gauche, et de son cou décapité, le sang nous inonde et nous noie. Jeanne, rappelle-moi. Je n'ai personne d'autre, Jeanne. Tu n'as personne d'autre, on n'a pas le choix que d'oublier. Rappelle-moi, Jeanne. Rappelle-moi. Départ.
Simon, c'est Jeanne. Simon, je t'appelle pour te dire que je pars vers le pays. Je vais essayer de retrouver ce père et si je le trouve, s'il est encore en vie, je vais lui remettre l'enveloppe. C'est pas pour elle, c'est pour moi. C'est pour toi. Pour la suite. Mais pour ça, c'est d'abord elle, c'est maman qu'il faut retrouver dans sa vie d'avant. Dans celle que toutes ces années, elle nous a cachée. Elle nous a rendus aveugles. Je vais raccrocher, Simon. Je vais raccrocher. J'ai appris à écrire et à compter, à lire et à parler. Tout ça sert plus à rien. Le gouffre dans lequel je vais tomber, c'est celui de son silence, Simon. Est-ce que tu pleures? Est-ce que tu pleures? Incendie de Janaan. La guerre de 100 ans. Nawal, 40 ans. Et Saouda. Local détruit. 2 cadavres gisent sur le sol. Nawal! Ils ont été aussi chez Abdelhamas. Ils ont tué Zan, Mira, Abiel. Chez Madalwahd, ils ont fouillé partout, ils ne l'ont pas trouvé. Alors ils ont égorgé toute sa famille. Sa fille aînée, ils l'ont brûlée vive. Je reviens de chez Halam, chez lui aussi ils sont venus. Ils ne l'ont pas trouvé, ils ont pris sa fille et sa femme, personne ne sait où. Ils ont tué tous ceux qui donnent de l'argent au journal, Saouda. Tous ceux qui y travaillent, ils ont brûlé l'imprimerie, brûlé le papier, jeté l'encre. Et ici, tu vois, ils ont tué Rale et Farid. C'est nous qu'ils recherchent, Saouda. Ils nous cherchent et si on reste encore 1 heure ici, ils vont nous trouver et nous tuer. Ils ont détruit aussi les maisons de ceux qui lisent le journal. Je te le dis, Saouda. Notre génération est une génération intéressante, si tu vois ce que je veux dire. Vu de haut, ça doit être très instructif. Nous voir nous débattre à essayer de dire ce qui est barbare, ce qui ne l'est pas. Oui, intéressante. Une génération nourrie à la honte, je te jure, vraiment, à la croisée des chemins. Si cette guerre se termine, alors le temps se terminera aussi. Le monde ne sait pas, mais si on ne trouve pas une solution tout de suite à ces massacres, on ne trouvera jamais. Mais où est la guerre? Quelle guerre? Frère contre frère, sœur contre sœur, civil en colère. Et ça va durer combien de temps? Je ne sais pas. Il y a un effet comique dans tout ça. Ils ont détruit le journal, on en fera un autre. Il s'appelait La Lumière du Jour, on l'appellera Le Chant du Levant. On n'est pas sans ressources. Les mots sont horribles, il faut rester lucide, voir clair. Voir quoi? Erhal est mort, il reste son appareil photo. Qu'est-ce que c'est que ce monde où les objets ont plus d'espoir que chacun de nous? Abdesamad, au village natal de Nawal. Vous êtes Abdesamad Darazia? On m'a dit de venir vous voir parce que vous connaissez toutes les histoires du village. Les vraies et les fausses,
Oui, Vous souvenez-vous de Nawal? Nawal. Il y a beaucoup de Nawal. J'ai une photo d'elle avec une amie, là. Elle est née dans ce village. Il y a un Nawal qui est parti avec Saouda. Mais ça, c'est une légende. Qui est Saouda? Une légende. On l'appelait la fille qui chante. Une voix douce et profonde. Elle chantait toujours à point nommé. Une légende. Que dit la légende? Elle dit qu'une nuit, on a séparé Nawal de Wahab. Qui est Wahab? Une légende. On dit que si on tarde trop dans la forêt, autour du rocher aux arbres blancs, on entend leur rire. Dans le cimetière, il y a encore la pierre où, d'après la légende, Nawal a gravé le nom de sa grand-mère, lettre par lettre. Première épitaphe du cimetière. Elle avait appris à écrire. Puis elle est partie. Saouda avec elle. Et la guerre est arrivée. Ce n'est jamais bon signe lorsque la jeunesse s'enfuit. Kfar Hayat, ça se trouve où? En enfer. Plus précisément? Au sud, pas loin de Nabatieh. Suivez la route. Allô Simon, c'est Jeanne. Je t'appelle du village natal de maman. Écoute. Écoute les bruits du village. Je continue à chercher. Kfar Hayat, dans l'ancienne prison. Pour relancer l'industrie touristique, cette prison est devenue un musée en 2000. Vous connaissez ces femmes sur cette photo? Non. Qui sont-elles? Elles ont travaillé ici, peut-être. Si elles ont travaillé ici, alors elles ont fui à la fin de la guerre avec le bourreau Abu Tarq. Là, c'est la cellule la plus célèbre de la prison de Kfar Hayat. Cellule numéro 7. Les gens viennent en pèlerinage. C'était la cellule de la femme qui chante, détenue pendant 5 ans. Quand les autres se faisaient torturer, elle chantait. Elle s'appelait Saouda, la femme qui chante. On ne connaissait pas son nom. Ils avaient tous un matricule, un numéro. La femme qui chante était le numéro 72. C'est un chiffre célèbre ici. Vous connaissez quelqu'un qui a travaillé ici? Le concierge de l'école. À l'époque, il était gardien. Depuis quand la prison existe? 1978. L'année où il y a eu les grands massacres dans les camps de réfugiés de Kfar Riyad et Kfar Matra. C'est pas loin d'ici. Les militaires ont encerclé les camps et ils ont fait entrer les miliciens. Et les miliciens ont tué tout ce qu'ils trouvaient. Ils étaient fous. On avait assassiné leur chef, alors ils n'ont pas rigolé. Une grande blessure au flanc du pays. Amitié. Ils sont rentrés dans le camp, couteaux, grenades, machettes, haches, fusils, acides, leurs mains ne tremblaient pas. Dans le sommeil, ils ont planté leurs armes dans le sommeil. Et ils ont tué le sommeil des enfants, des femmes, des hommes qui dormaient dans la grande nuit du monde. Tu vas faire quoi? Laisse-moi. Tu vas faire quoi? Tu vas aller où? Je vais aller dans chaque maison. Tu vas tirer une balle dans la tête de chacun? Œil pour œil, dent pour dent, ils n'arrêtent pas de le crier. Oui, mais pas comme ça. Pas autrement, puisque la mort peut être contemplée avec indifférence. Alors non. Alors, toi aussi? Tu veux aller dans les maisons et tuer enfants, femmes et hommes? Ils ont tué mes cousins, tué mes voisins, tué les amis lointains de mes parents, tué mes parents si mes parents étaient restés dans le camp. Alors c'est pareil. Oui, c'est pareil. Tu as raison, Saouda. Tu as raison, mais réfléchis. À quoi ça sert de réfléchir? Personne ne revient à la vie parce qu'on réfléchit. Réfléchis, Saouda.
Tu es la victime et tu vas aller tuer tous ceux qui seront sur ton chemin. Alors tu seras le bourreau, puis après, à ton tour, tu seras la victime. Toi, tu sais chanter, Saouda. Tu sais chanter. Je ne veux pas. Je ne veux pas me consoler, Nawal. Je ne veux pas que tes idées, tes images, tes paroles, tes yeux, ton amitié, toute notre vie côte à côte, je ne veux pas qu'ils me consolent de ce que j'ai vu et entendu. Ils sont entrés dans les camps comme des fous furieux. Les premiers cris ont réveillé les autres et rapidement on a entendu la fureur des miliciens. Ils ont commencé par lancer les enfants contre le mur, puis ils ont tué tous les hommes qu'ils ont pu trouver. Les garçons égorgés, les jeunes filles brûlées. Tout brûlait autour, Nawal, tout brûlait, tout cramait. Il y avait des vagues de sang qui coulaient des ruelles, les cris montaient des gorges et s'éteignaient, et c'était une vie en moins. Un milicien préparait l'exécution de 3 frères. Il les a plaqués contre le mur, j'étais à leurs pieds cachés dans le caniveau, je voyais le tremblement de leurs jambes. 3 frères. Les miliciens ont tiré leur mère par les cheveux, l'ont plantée devant ses fils, et l'un d'eux lui a hurlé « Choisis. Choisis lequel tu veux sauver. Choisis. Choisis ou je les tue tous. Tous les 3. Je compte jusqu'à 3. À 3, je les tire tous les 3. Choisis. Choisis !» Et elle, incapable de parole, incapable de rien, tournait la tête à droite et à gauche et regardait chacun de ses 3 fils. Nawal, écoute-moi, je ne te raconte pas une histoire, je te raconte une douleur qui est tombée à mes pieds. Je la voyais, entre le tremblement des jambes de ses fils, avec ses seins trop lourds et son corps vieilli pour les avoir portés, ses 3 fils. Et tout son corps hurlait. Alors à quoi bon les avoir portés si c'est pour les voir ensanglantés contre un mur? Et le milicien criait toujours « Choisis! Choisis !» Alors elle l'a regardé et elle lui a dit comme un dernier espoir « Comment peux-tu? Regarde-moi, je pourrais être ta mère !» Alors il l'a frappée « N'insulte pas ma mère, choisis !» Et elle a dit un nom. Elle a dit « Nidal. Nidal. » Et elle est tombée. Et le milicien a abattu les 2 plus jeunes. Il a laissé en vie l'aîné, tremblant, il l'a laissé et il est parti. Les 2 corps sont tombés, la mère s'est relevée et au cœur de la ville qui brûlait, qui pleurait de toute sa vapeur, elle s'est mise à hurler que c'était elle qui avait tué ses fils. Avec son corps trop lourd, elle disait qu'elle était l'assassin de ses enfants. Je comprends, Saouda. Mais pour répondre à ça, on ne peut pas faire n'importe quoi. Écoute-moi. Écoute ce que je te dis. Le sang est sur nous. Et dans une situation pareille, les souffrances d'une mère comptent moins que la terrible machine qui nous broie. La douleur de cette femme, ta douleur, la mienne, celle de tous ceux qui sont morts cette nuit ne sont plus un scandale, mais une addition monstrueuse qu'on ne peut pas calculer. Alors toi, Saouda, toi qui récitais l'alphabet avec moi il y a longtemps, sur le chemin du soleil, lorsque nous allions côte à côte pour retrouver mon fils, né d'une histoire d'amour comme celle qu'on ne nous raconte plus, toi, tu ne peux pas participer à cette addition monstrueuse de la douleur. Tu ne peux pas. Alors on fait quoi? On fait quoi? On reste les bras croisés, on attend, on comprend quoi? On se dit que tout ça, ce sont des histoires entre des abrutis et que ça ne nous concerne pas? Qu'on reste dans nos livres et notre alphabet, à trouver ça tellement joli, trouver ça tellement beau, trouver ça tellement extraordinaire et tellement intéressant. Joli, beau, intéressant, extraordinaire sont des crachats au visage des victimes, des mots. À quoi ça sert les mots? Dis-moi, si aujourd'hui je ne sais pas ce que je dois faire. On fait quoi, Nawal? Je ne peux pas te répondre, Saouda, parce qu'on est démunis. Pas de valeur pour nous retrouver, alors ce sont des petites valeurs de fortune. Ce que l'on sait et ce que l'on sent. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais je vais te dire, on n'aime pas la guerre et on est obligé de la faire. On n'aime pas le malheur et on est en plein dedans. Tu veux aller te venger, brûler des maisons, faire ressentir ce que tu ressens pour qu'ils comprennent, pour qu'ils changent, que les hommes qui ont fait ça se transforment. Tu veux les punir pour qu'ils comprennent, mais ce jeu désespéré se nourrit de la douleur qui t'aveugle. Alors on bouge pas, c'est ça? Mais tu veux convaincre qui? Tu ne vois pas qu'il y a des hommes que l'on ne peut plus convaincre? Des hommes que l'on ne peut plus persuader de quoi que ce soit? Comment tu veux expliquer aux types
qui hurlait aux oreilles de cette femme choisie pour l'obliger à condamner elle-même ses enfants qu'il s'est trompé. Qu'est-ce que tu crois? Qu'il va te dire, ah, mademoiselle Saouda, votre raisonnement est intéressant. Je cours tout de suite changer d'avis, changer de cœur, changer de sang, changer de monde, d'univers, de planète, et je vais m'excuser sur le champ? Qu'est-ce que tu penses? Qu'en allant faire saigner de tes mains sa femme et son fils, tu vas lui apprendre quelque chose? Tu crois qu'il va dire, du jour au lendemain, avec les corps de ceux qu'il aime à ses pieds, ah ben tiens, ça me fait réfléchir, et c'est vrai que les réfugiés ont droit à une terre. Je leur donne la mienne et nous vivrons en paix et en harmonie ensemble, tous ensemble. Saouda, quand on a arraché mon fils de mon ventre, puis de mes bras, puis de ma vie, j'ai compris qu'il fallait choisir. Ou je défigure le monde, ou je fais tout pour le retrouver. Et chaque jour, je pense à lui. Il a 25 ans. L'âge de tuer et l'âge de mourir. L'âge d'aimer et l'âge de souffrir. Alors, à quoi je pense, crois-tu, quand je te raconte tout ça? Je pense à sa mort évidente, à ma quête désespérée, au fait que je serai à jamais incomplète parce qu'il est sorti de ma vie et que jamais je ne verrai son corps là, devant moi. Ne pense pas que la douleur de la femme, je ne la ressens pas. Elle est en moi comme un poison, et je te jure, Saouda, que moi, la première, je prendrai les grenades. Je prendrai la dynamite, les bombes, et tout ce qui peut faire le plus de mal. Je les mettrai autour de moi, je les avalerai, et j'irai tout droit au milieu des hommes, et je me ferai exploser avec une joie que tu ne peux même pas soupçonner. Je le ferai, je te jure, parce que moi, je n'ai plus rien à perdre, et ma haine est grande, très grande envers ces hommes. Tous les jours, je vis dans le visage même de ceux qui détruisent nos vies. Je vis dans chacune de leurs rides. Et je n'ai qu'à faire ça pour laisser tout éclater en moi et me faire éclater tout entière, pour les défigurer, les dévisager, les décharner jusqu'à la moelle de leur âme, tu m'entends? Mais j'ai fait une promesse. Une promesse à une vieille femme d'apprendre à lire, à écrire et parler pour sortir de la misère, sortir de la haine, et je vais m'y tenir à cette promesse, coûte que coûte. Ne haïr personne, jamais. La tête dans les étoiles, toujours. Promesse à une vieille femme pas belle, pas riche, pas rien de rien, mais qui m'a aidée, s'est occupée de moi et m'a sauvée. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je vais te dire ce que l'on fait, mais tu vas m'écouter jusqu'au bout. Tu vas me promettre tout de suite que tu ne discuteras pas, que tu ne chercheras pas à empêcher quoi que ce soit. À quoi tu penses? Promets. Je ne sais pas. Rappelle-toi. Il y a longtemps, tu es venu me trouver, tu m'as dit « Apprends-moi à lire et à écrire ». Je t'ai dit non, puis je t'ai dit oui, et j'ai tenu ma promesse. Je t'ai appris, et ensemble, on a appris à réfléchir. Rappelle-toi. Alors maintenant, à ton tour de promettre. Promets-moi. Je te promets. On va frapper. Mais on va frapper à un endroit, un seul. On ne touchera aucun enfant, aucune femme, aucun homme, sauf un seul. On le touchera. On le tuera ou on ne le tuera pas, cela n'a aucune importance, mais on le touchera. À quoi tu penses? Je pense à Chad. C'est le chef de toutes les milices, on ne le trouvera pas. Je le trouverai. La fille qui enseigne à ses enfants a été mon élève, elle va m'aider. Je vais la remplacer pour une semaine. Pourquoi tu dis je? Parce que je vais y aller seule. Et tu feras quoi? Les premières journées, rien. Je vais enseigner à ses filles. Après? Après. La dernière journée, avant de le quitter, je lui tirerai 2 balles. Une pour toi, une pour moi. Une pour les réfugiés, l'autre pour les gens de mon pays. Une pour sa bêtise, une pour l'armée qui nous envahit. 2 balles jumelles. Pas une, pas 3, 2. Et tu vas t'enfuir comment? Et qui t'a dit que j'allais m'enfuir? Je refuse. Ce n'est pas à toi de faire ça. Non? À qui alors? À toi peut-être? Pourquoi pas? Et pourquoi on fait tout ça?
Pour se venger, non. Parce qu'on veut encore aimer avec passion. Et dans une situation comme la nôtre, il y en a qui vont mourir et d'autres non. C'est ce que je crois, Saouda. L'amour que j'avais à vivre, je l'ai vécu. L'enfant que je devais avoir, je l'ai eu. Il me restait à apprendre, j'ai appris. Alors il ne me reste que ma mort, et je la choisis et elle sera entière. Tu iras te cacher chez Shamseddin. Shamseddin est aussi violent que les autres. Tu n'auras pas le choix, ne me trahis pas, Saouda. Et vis pour moi. Et continue à chanter pour moi. Et quand tu auras besoin de courage, tu réciteras l'alphabet. Et moi, quand j'aurai besoin de courage, je chanterai. Je chanterai, Saouda, comme tu m'as appris à le faire. Et ma voix sera ta voix, et ta voix sera ma voix. Comme ça, on restera ensemble. Il n'y a rien de plus beau que d'être ensemble. سماني مدنا المنافين فوكت المحانين كل ثيغ الحرق لغد أخوان Les cris de l'enfant. Toujours à Kfar Rayat, le concierge de l'école. Si je vous dis cellule numéro 7, pute numéro 72. La femme qui chante. Est-ce que c'est elle, sur cette photo? Non, c'est elle. Non, c'est elle. J'ai vu cette femme pendant plus de 10 ans. Elle était toujours dans sa cellule. La femme qui chante. L'un des rares à avoir vu son visage, c'est moi. Écoutez-moi bien, vous m'assurez que cette femme-là, qui a les cheveux longs et qui sourit, est la femme qui chante. C'est la femme que j'ai connue dans sa cellule. Et celle-là, c'est qui? Je la connais pas. Saouda. C'est elle, la femme qui chante, tout le monde me l'a dit. Alors ils vous ont menti. La femme qui chante, c'est elle. Nawal? Nawal Marwan? On ne prononçait pas son nom. C'était la femme qui chante. Le numéro 72. Cellule numéro 7. Celle qui a assassiné le chef des milices. 2 balles. Le pays a tremblé. Ils l'ont mise à Kfar Rayat. Tous ses amis ont été attrapés et tués. L'une d'elles s'est rendue jusqu'au café où se tenaient les miliciens et s'est fait sauter. La femme qui chante seule est restée en vie. Les nuits où Abou Tarq l'a violée, on confondait leurs voix. C'était courant ici. Et à force, elle est tombée enceinte. Quoi? La nuit où elle a accouché, la prison au complet faisait silence. Elle a accouché seule, toute seule, accroupie dans un coin de sa cellule. On l'entendait hurler. Et ces hurlements étaient comme une malédiction sur nous tous. Lorsqu'il n'y a plus rien eu, je suis rentré. Tout était noir. Elle avait mis l'enfant dans un seau et l'avait recouvert d'une serviette. Moi, j'étais celui qui allait porter les enfants dans la rivière. On était l'hiver. J'ai pris le seau. Je n'ai pas osé regarder. Je suis sorti. La nuit était belle et froide, profonde, sans lune. J'ai été jusqu'au fossé. Je l'ai laissé là et je suis retourné. Mais j'entendais les cris de l'enfant et j'entendais les chants de la femme qui chante. Alors je me suis arrêté et j'ai réfléchi et ma conscience était froide et noire comme la nuit. Les voix étaient comme des coulées de neige dans mon âme. Alors je suis revenu. J'ai pris le seau et j'ai marché.
longtemps marché. J'ai croisé un paysan qui rentrait avec son troupeau vers le village du haut, vers Kisarwan. Il m'a vu, a vu ma douleur, m'a donné à boire, et je lui ai donné le seau. Je lui ai dit, tiens, c'est l'enfant de la femme qui chante. Et je suis reparti. Plus tard, on l'a su. Alors on m'a pardonné. On m'a laissé tranquille. Aujourd'hui, je suis dans cette école. C'est bien. Kisarwan se trouve où? Un peu plus à l'ouest, face à la mer. Demandez l'homme qui a élevé l'enfant de la femme qui chante. Oh, on le reconnaîtra sûrement. Pourquoi tu nous as rien dit? On t'aurait tellement aimé, tellement été fier de toi, tellement défendu. Pourquoi tu nous as rien dit? Pourquoi je ne t'ai jamais entendu chanter, maman? Téléphone. Simon, écoute Simon, j'ai pas le temps de discuter, il me reste presque plus de monnaie, alors tu te la fermes? Tu m'écoutes? Non, toi, tu m'écoutes, je te dis Simon, écoute-moi, je m'en fous de ton combat de boxe, ta gueule, écoute-moi, laisse-moi Simon, elle a été emprisonnée, elle a été torturée, elle a été violée, tu m'entends, violée, tu entends ce que je te dis? Et le frère qu'on a, elle l'a eu en prison, tu entends ce que je te dis? Non, putain, Simon, écoute ce que je te dis! Il me reste 2 pièces, je t'appelle du fin fond du trou du cul du monde. Il y a une mer et 2 océans entre nous, alors ferme ta gueule et écoute-moi, Simon. Simon! Les noms véritables. Un berger m'a envoyé vers vous, il m'a dit « Monte jusqu'à la Maison Rose, tu trouveras un vieil homme, c'est Abdel Malak, mais tu peux l'appeler Malak. Il t'accueillera. » Alors je suis venue. Et qui t'a envoyé jusqu'au berger? Fahim, le concierge de l'école à Kfar Hayat. Et Fahim, qui t'a parlé de lui? Le guide de la prison de Kfar Hayat. Mansour, c'est son nom. Et pourquoi as-tu été voir Mansour? Abdesamad, un réfugié qui vit dans un village du Nord, m'a indiqué le chemin de la prison de Kfar Hayat. Et Abdesamad, qui est-ce qui t'a poussé à aller le voir? Bon, à ce rythme, on arrivera au jour de ma naissance. Qui sait? On trouvera alors une belle histoire d'amour. Abdesamad habite le village natal de ma mère. Alors, que veux-tu? Vers qui, à mon tour, je pourrais te mener? Vers un enfant qu'un jour Fahim vous a confié de la part de ma mère. Je ne connais pourtant pas ta mère. Et la femme qui chante? Et pourquoi me parles-tu de la femme qui chante? La connais-tu? Serait-elle revenue? La femme qui chante est morte. Nawal Marwan est la femme qui chante. Nawal Marwan est son nom et c'est ma mère. Tu es la fille de la femme qui chante. Oui. Tu es Shanaan. Nawal est là. En face d'elle, Malak, debout, avec 2 bébés dans ses bras. Le bruit a couru dans tout le pays que tu as été libéré. Qu'est-ce que tu me veux? De remettre tes enfants. J'en ai pris soin, comme s'ils avaient été mes propres enfants. Prends-les. Ah, tu ne sais pas ce qu'ils seront pour toi. Il en a fallu des miracles pour qu'ils soient aujourd'hui entre mes mains, et des miracles pour que tu sois encore en vie. Tous 3, des rescapés, 3 miracles qui se regardent. On voit pas ça tous les jours. Je leur ai donné un nom à chacun. Le garçon s'appelle Sarwan et la fille Shanaan. Sarwan et Shanaan. Prends-les et garde-moi dans ta mémoire. Non, c'est pas ça. Je m'appelle Jeanne et mon frère Simon.
Janaan et Sarwan. Non! Non, nous sommes nés à l'hôpital, et puis nous sommes nés l'été, pas l'hiver. Et l'enfant né à Kfar Hayat est né l'hiver, puisque la rivière était gelée. Fahim me l'a dit, puisqu'il n'a pas pu jeter le seau dans l'eau profonde. Fahim s'est trompé. Non, Fahim ne s'est pas trompé. Il la voyait tous les jours, il a pris l'enfant, il a pris le seau. L'enfant était dans le seau et il n'y avait qu'un seul enfant, pas deux. Fahim n'a pas bien regardé. Mon père est mort, il a donné sa vie pour votre pays et c'est pas un bourreau. Il a aimé ma mère. Écoute. Fahim me tend le seau et il repart en courant. Je lève le tissu qui protégeait l'enfant et là, je vois 2 bébés. 2. À peine nés, rouges de colère, agrippés l'un à l'autre, serrés l'un contre l'autre avec toute la ferveur du début de leur existence. Je vous ai pris et je suis parti. Et je vous ai nourri et nommé Janaan et Sarwan. Et voilà, et tu me reviens à la mort de ta mère. Et je vois aux larmes qui coulent de tes yeux que je ne suis pas trop trompé. Les fruits de la femme qui chante sont nés du viol et de l'horreur. Ils sauront renverser la cadence des cris perdus des enfants jetés dans la rivière. La parole de Nawal. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs le jury, mon témoignage, je le ferai debout, les yeux ouverts, car souvent on m'a forcé à les tenir fermés. Mon témoignage, je le ferai face à mon bourreau, Abu Tarak. Je prononce votre nom pour la dernière fois de ma vie. Je le prononce pour que vous sachiez que je vous reconnais. Je vous reconnais. Mais peut-être ne me reconnaissez-vous pas, malgré ma conviction que vous me replacez parfaitement, puisque votre fonction de bourreau exigeait de vous une parfaite mémoire des noms, des prénoms, des dates, des lieux, des événements. Je vais vous rappeler à moi tout de même. Vous rappeler à mon visage, puisque mon visage était ce qui vous occupait le moins. Vous vous souvenez bien plus précisément de ma peau, de mon odeur, jusqu'au plus intime de mon corps qui n'était pour vous qu'un territoire qu'il fallait massacrer peu à peu. Mon nom peut-être ne vous dira rien, car toutes les femmes étaient pour vous des putes. Vous disiez la pute 45, la pute 63. Et les femmes, une à une, éveillaient en elles leur haine et leur peur. Mon nom ne vous dira rien. Mon numéro de pute non plus, peut-être. Mais une chose que vous n'avez pas oubliée, que vous ne pouvez pas avoir oubliée, une chose encore dans vos oreilles, et malgré les efforts que vous pouvez faire pour l'empêcher de noyer votre cœur, saura fissurer la digue de votre oubli. La femme qui chante. Cette phrase, cette simple phrase, je le vois, vous fait trembler. La femme qui chante. Vous vous souvenez maintenant.
Vous savez les vérités de votre colère sur moi. Lorsque vous m'avez suspendu par les pieds, lorsque l'eau mélangée à l'électricité, lorsque les clous sous les ongles, lorsque le pistolet chargé à blanc dirigeait vers moi le coup du pistolet et puis la mort qui participe à la torture, et l'urine sur mon corps, la vôtre dans ma bouche, sur mon sexe et votre sexe, dans mon sexe 1 fois, 2 fois, 3 fois, et si souvent que le temps s'est fracturé. Mon ventre qui gonfle de vous. Votre infecte torture dans mon ventre est seule. Vous avez voulu que je reste seule, toute seule, pour accoucher. 2 enfants, jumeaux. Vous m'obligiez à ne plus aimer les enfants, à me battre, à les élever dans le chagrin et le silence. Comment leur parler de vous? Leur parler de leur père? Leur parler de la vérité qui, dans ce cas, n'était qu'un fruit vert qui ne mûrirait jamais? Amère. Amère est la vérité dite. Le temps passera. Mais vous n'échapperez pas à une justice qui nous échappe à tous. Ces enfants que nous avons mis au monde, vous et moi, sont bien vivants, sont beaux, intelligents, sensibles, portent en eux les victoires et les défaites, cherchent déjà à donner sens à leur vie, à leur existence. Je vous promets qu'un jour ou l'autre, ils viendront se mettre debout devant vous, dans votre cellule, et vous serez seul avec eux, comme j'ai été seul avec eux, et tout comme moi, vous ne saurez plus rien du sentiment de l'existence. Un rocher le ressentirait mieux que vous, je parle d'expérience. Je vous promets aussi que lorsqu'ils se présenteront devant vous, tous 2 sauront qui vous êtes. Nous venons tous 2 de la même terre, de la même langue, de la même histoire. Et chaque terre, chaque langue, chaque histoire est responsable de son peuple, et chaque peuple est responsable de ses traîtres et de ses héros. Responsable de ses bourreaux et des victimes, responsable de ses victoires et de ses défaites. En ce sens, je suis moi, responsable de vous et vous, responsable de moi. Nous n'aimions pas la guerre, ni la violence. Nous avons fait la guerre et avons été violents. À présent, il nous reste encore notre possible dignité. Nous avons échoué en tout. Nous pourrions peut-être sauver encore cela, la dignité. Vous parlez comme je vous parle, témoigne de ma promesse tenue envers une femme qui un jour me fit comprendre l'importance de s'arracher à la misère. Apprends à lire, apprends à parler, à écrire, à compter, apprends à penser. Mon témoignage est le fruit de cet effort. Boxeur amateur. Qu'est-ce que vous allez faire? J'ai envie de rien faire. Je rêvais d'un père, elle nous disait...
Il était beau. Il était drôle. Il est mort en donnant sa vie. On se fait une idée, on se console. Un père héros. C'est dur de passer un père violeur, c'est dur. Alors je sais plus ce que j'ai envie de faire. Un frère, pourquoi faire? Pour savoir. Je veux pas le savoir. Pour Jeanne, alors. Elle ne vivra pas, Jeanne, si elle ne sait pas. Et je serais pas capable de le trouver. Mais si, vous allez être capable, vous êtes boxeur. Oh, amateur. Amateur, je suis boxeur amateur. J'ai jamais gagné un combat professionnel. Je vais vous aider. On ira faire nos passeports. Ensemble. Je vais y aller avec vous. Moi, je ne vous laisserai pas seul. Vous et moi, on y arrivera. On le retrouvera, votre frère. On le retrouvera, j'en suis sûr. Et puis peut-être que ce que vous allez apprendre va vous aider à vivre, à vous battre, à gagner, à devenir professionnel. Oui, je crois à ça. Ces affaires-là, c'est dans le cosmos, tout ça. Faut faire confiance. Vous avez l'enveloppe à remettre au frère? Mais bien sûr, vous pouvez compter sur moi, je vous assure. Vous pouvez compter sur moi. On commence à apercevoir la lumière du train au bout du tunnel. Nous partons en voyage et nous résoudrons l'énigme. Incendie de Sarwan. Désert. Y a rien par là. Mais le milicien nous a dit d'aller par là. Il aurait bien pu nous envoyer chier aussi. Hein. Pourquoi il aurait fait ça? Pourquoi pas? Il était bien correct. Il nous a dit d'aller trouver un dénommé Shamseddin, le chef spirituel de toute la résistance de la région du Sud. Et il nous a dit d'aller par là. On va par là. On ouvre l'enveloppe que je suis supposé remettre à mon frère. On arrête de jouer à la cachette. Non, il n'y en est pas question. Qu'est-ce qui m'en empêche? Écoute-moi bien, mon petit garçon. Parce que je ne le répéterai pas jusqu'à Mathusalem. Cette enveloppe ne t'appartient pas, elle appartient à ton frère. Ouais, et puis quoi? Et puis regarde-moi bien dans le flanc des yeux. Hein. Faire ça, c'est comme faire un viol. Ben ça tombe bien, j'ai des antécédents, mon père est violeur. Mais je ne voulais pas dire ça. Ok. C'est correct. On l'ouvrira pas, cette putain d'enveloppe, mais merde, on le trouvera pas. Hein. Monsieur Shamseddin? Ben non, mon frère. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Je veux dire, putain. À l'orphelinat, on nous a dit qu'à cette époque, les miliciens enlevaient les enfants pour les faire sauter dans les camps, alors il est mort. On a été voir dans les camps. Là, on nous a parlé de massacre de 1978. Là encore, il est sûrement mort. On a quand même été voir un milicien qui vient du même orphelinat. Il nous a dit qu'il se souvient pas très bien de grand-chose, sauf d'un gars comme lui qui n'avait pas de mère, pas de père, qui est parti un jour et qui est sûrement mort. Alors, si je compte bien, il est mort en se faisant sauter comme une bombe. Il est mort égorgé et il est mort disparu. Ça fait beaucoup de morts. Alors, Shamseddin, je crois qu'on peut l'oublier. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Mais si on veut en avoir le cœur net, le milicien nous a dit d'aller voir Monsieur Shamseddin, qui est le chef spirituel de toute la résistance pendant la guerre contre l'armée qui a envahi le Sud. Alors il doit avoir des contacts. C'est des gens haut placés, ces gens-là, des politiques. Ça connaît la business. C'est au courant de tout. Je veux dire, pourquoi pas? Il est peut-être vivant, votre frère. Je veux dire, on ne le sait pas. On a trouvé son nom, c'est déjà pas mal. Nihad Harmani. Et des Harmani, il y en a autant que des tremblés dans l'annuaire. Et je veux dire qu'on n'est pas loin d'avoir trouvé. Monsieur Shamseddin va nous le dire. On va le trouver où, Monsieur Shamseddin? Je ne sais pas. Par là. Il y a le désert par là. Ben oui, ben justement, c'est une bonne cachette. Ils doivent se cacher, ces gens-là.
Je veux dire, monsieur Shamseddine, là, il doit pas être inscrit au vidéoclub du coin. Puis il l'appelle pas pour se faire livrer des pizzas hawaïennes. Non, il se cache, il nous observe. Peut-être le fait que nous continuons, il finira bien par venir nous voir, hein, nous demander ce que l'on fait sur ces terres. Et de quel film vous sortez, vous? Non, mais c'est vrai, Simon, Sarwan, allons-y. Hein. Allons voir et on trouvera peut-être votre frère, on ne sait jamais. Peut-être que c'est un notaire comme moi, votre frère. On pourra discuter minutes et actes notariés. Ou alors un vendeur de légumes, un restaurateur, on ne sait pas, on ne sait pas. Continuons. La voix des siècles anciens. On a fini par trouver Shamseddine après des jours de tractation avec la milice du Sud. On l'a rencontré, puis il a demandé de rester seul avec Simon. Je les ai laissés, ils ont parlé toute la nuit. Depuis ce jour-là, Simon n'a toujours pas dit un mot. Il est resté avec Shamseddine, et quand il est sorti, Jeanne, votre frère, avait le regard de votre mère. Il n'a rien dit de la journée, ni le lendemain, ni le surlendemain, pas un mot, pas un son, rien, pendant les autres jours. Il est resté à l'hôtel. Shamseddine n'a rien voulu me dire. Je savais que vous étiez à Kfar Hayat, je ne voulais pas vous déranger, je ne voulais pas vous arracher à votre solitude, je savais que vous en aviez besoin. Et c'est important. Jeanne, Simon s'est tué et j'ai peur. On a peut-être trop poussé pour connaître la vérité. Il avait peut-être raison, Simon. Ne rien toucher, ne rien bouger. Enterrer votre mère et partir. Où est-il? Toujours dans la chambre. Il ne bouge pas, ne mange pas, ne dit rien. Jeanne. Jeanne. Simon. Tu m'as toujours dit que 1 + 1 font 2. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Tu ne m'as pas menti. Mais non, 1 et 1 font 2. Ça ne peut jamais faire 1. Qu'est-ce que tu as trouvé, Simon? Réponds-moi. 1 + 1, est-ce que ça peut faire 1? Oui. Comment ça? Simon. Explique-moi. Oh merde! C'est pas l'heure de faire des maths. Dis-moi ce que t'as trouvé. Explique-moi comment 1 + 1 font 1. Tu m'as toujours dit que je ne comprenais jamais rien, alors là, c'est le temps maintenant. Explique-moi. D'accord. Il y a une conjecture très étrange en mathématiques, une conjecture qui n'a jamais encore été démontrée. Tu vas me donner un chiffre, n'importe lequel. Si le chiffre est pair, on le divise par 2. S'il est impair, on le multiplie par 3 et on rajoute 1. On fait la même chose avec le chiffre qu'on obtient. Cette conjecture affirme que, peu importe le chiffre de départ, on arrive toujours à 1. Donne un chiffre. 7. Bon, 7 est impair. On le multiplie par 3, on rajoute 1, ça donne 22. 22 est pair, on divise par 2. 11. 11 est impair, on le multiplie par 3, on rajoute 1. 34. 34 est pair, on le divise par 2. 17. 17. 17 est impair. On multiplie par 3, on rajoute 1. 52. 52 est pair, on divise par 2. 26. 26 est pair, on divise par 2. 13. 13 impair. On multiplie par 3, on rajoute 1. 40. 40 est pair, on divise par 2. 20. 20 est pair, on divise par 2. 10. 10 est pair, on divise par 2. 5. 5 est impair, on multiplie par 3, on rajoute 1. 16. 16 est pair, on divise par 2, 8. 8 est pair, on divise par 2, 4. 4 est pair, on divise par 2, 2. 2 est pair, on divise par 2, 1. Peu importe le chiffre de départ, on arrive... Non. Tu t'es. Comme je me suis tu quand j'ai compris. Hermile Lebel est sorti. Shamseddine s'est approché de moi. Et maintenant, Sarwan, écoute-moi bien. Sarwan,
Ce n'est pas le hasard qui t'a conduit à moi. Ici, il y a l'esprit de ta mère, l'esprit de Saouda, enterré pas loin. L'amitié des femmes, comme une étoile dans le ciel, je les entends chanter. Un jour, un homme est venu vers moi. Il était jeune et fier. Imagine-le. C'est ton frère, Nérad. Il cherchait un sens à sa vie, je lui ai dit de se battre pour moi, il a dit oui. Il a appris à manier les armes, un grand tireur, redoutable. Un jour, il est parti. Où vas-tu, lui ai-je demandé, la cause des gens d'ici, les réfugiés, le sens de ta vie? Il est parti. Je l'ai aidé un peu, je l'ai fait surveiller. J'ai fini par comprendre qu'il tentait de retrouver sa mère. Il l'a cherchée des années, sans trouver. Alors il s'est mis à rire à propos de rien, plus de cause, plus de sens. Il est devenu franc-tireur, il collectionnait les photos, les images. Nérad Armani. Une vraie réputation d'artiste. On l'entendait chanter. Machine à tuer. Puis, il y a eu l'invasion du pays par l'armée étrangère, celle qui vient du sud, qui aidait les miliciens. Chad, leur chef que ta mère a tué. Ils sont montés jusqu'au nord, lui tirait toujours. Un matin, ils l'ont attrapé, il avait tué 7 de leurs tireurs, il les avait visés dans l'œil, la balle dans leurs lunettes. Ils ne l'ont pas tué. Ils l'ont gardé. Ils l'ont formé. Ils lui ont donné un travail. Quel travail? Dans une prison qu'il venait de construire dans le sud, à Kfar Rayat. Il cherchait un homme pour s'occuper des interrogatoires. Il a donc travaillé avec Abou Tarek, mon père? Non. Ton frère n'a pas travaillé avec ton père. Ton frère était ton père. Il a changé son nom. Il a oublié Nérad. Il est devenu Abou Tarek. Il a cherché sa mère, l'a trouvée, mais ne l'a pas reconnue. Elle a cherché son fils, l'a trouvé, et ne l'a pas reconnu. Il ne l'a pas tuée car elle chantait, et il aimait sa voix. Le ciel tombe, Sarwan. Il tombe. Oui. Oui, tu comprends bien. Il a torturé ta mère. Et ta mère, oui, fut torturée par son fils. Et le fils a violé sa mère. Le fils est le père de son frère, de sa sœur. Tu entends ma voix, Sarwan? On dirait la voix des siècles anciens qui vient à toi, mais non, Sarwan, non! C'est d'hier que date ma voix. Et les étoiles se sont tues en moi une seconde, elles ont fait silence lorsque tu as prononcé le nom de Nérad Armani tout à l'heure. Et je vois que les étoiles font silence à leur tour en toi. En toi, le silence, Sarwan. En toi, le silence des étoiles. Et celui de ta mère. En toi. La parole de Nihad. Je ne conteste rien de tout ce qui a été dit à mon procès au cours de ces années. Les gens qui ont dit que je les ai torturés, je les ai torturés. Et ceux qu'on m'accuse d'avoir tués, je les ai tués. Mais ce que je veux dire, l'essentiel, c'est que le procès que vous me faites est ennuyeux, endormant, mortel. Je dis ça parce qu'il faut sauver la dignité.
Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une femme, celle qu'on appelait la femme qui chante. Hier, elle est venue face à moi me parler de dignité, sauver ce qui nous restait de dignité. J'ai réfléchi, et je me suis dit qu'elle n'avait pas tout à fait tort. Ce procès d'un ennui, sans rythme et sans aucun sens du spectacle. Le spectacle, moi, c'est ma dignité, et depuis le début, je suis né avec. On l'a trouvé, paraît-il, dans le seau où on m'a déposé après ma naissance. Les gens qui m'ont vu grandir m'ont toujours dit que cet objet était une trace de mes origines, de ma dignité en quelque sorte, puisque, d'après l'histoire, il m'a été donné par ma mère. Un petit nez rouge. Un petit nez de clown. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma dignité à moi est une grimace laissée par celle qui m'a donné la vie. Cette grimace ne m'a jamais quitté. Laissez-moi la porter alors pour sauver la dignité du terrifiant petit ennui. Il pose le nez de clown sur son nez. Nawal reconnaît son fils. Lettre au père. Nihad en prison. Jeanne donne l'enveloppe à Nihad. Nihad ouvre l'enveloppe. Ma lettre ne vous étonnera pas. Elle est pleine de ce terrifiant petit ennui dont vous avez parlé lors de votre procès. Je vous écris en tremblant. Les mots, je les voudrais enfoncer dans votre cœur de bourreau. J'appuie sur mon crayon et j'y inscris chaque lettre, en ayant en mémoire les noms de tous ceux qui ont expiré sous vos mains. Ma lettre ne vous étonnera pas. Elle n'est là que pour vous dire, voilà, votre fille et votre fils sont en face de vous. Les enfants que nous avons eus ensemble sont devant vous. Ils savent qui vous êtes. Jahanan et Sarwan, tous deux fils et filles du bourreau, aînés de l'horreur. Regardez-les, ils sont brûlés, enflammés par la vérité que vous êtes à leurs yeux. La lettre vous a été remise par votre fille. Jeanne et Jahanan sont ses prénoms. À travers elle, je veux vous dire que vous êtes encore vivant. Bientôt vous vous tairez. Le silence est pour tous devant la vérité. La femme qui chante. Pute numéro 72, cellule numéro 7 à la prison de Kfar Hayat. Nihad regarde Jeanne et Simon. Il déchire la lettre. Lettre au fils. Simon donne son enveloppe à Nihad qui l'ouvre. Je t'ai cherché partout. Là-bas, ici, n'importe où. Je t'ai cherché sous la pluie, je t'ai cherché au soleil, au fond des bois, au creux des vallées, en haut des montagnes, dans les villes les plus sombres, dans les rues les plus sombres. Je t'ai cherché au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. Je t'ai cherché en creusant sous la terre pour y enterrer mes amis morts. Je t'ai cherché en regardant le ciel
Je t'ai cherché au milieu des nuées d'oiseaux, car tu étais un oiseau. À l'instant, tu étais l'horreur. À l'instant, tu es devenu le bonheur. Horreur et bonheur. Le silence est dans ma gorge. Tu doutes? Laisse-moi te dire, tu t'es levé et tu as sorti ce petit objet si ridicule et si ancien, objet de l'enfance, des rires dans la forêt, de l'amour, objet du destin, ce petit nez de clown, et ma mémoire a explosé. Elle a explosé. Ne tremble pas. Ne prends pas froid. Ce sont des mots anciens qui viennent du plus loin de mes souvenirs. Des mots que je t'ai si souvent murmurés dans ma cellule. Je te racontais ton père, je te racontais son visage, je te racontais ma promesse faite au jour de ta naissance. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Sans savoir qu'au même instant nous étions, toi et moi, dans notre défaite, puisque je te haïssais de toute mon âme. Mais là où il y a de l'amour, il ne peut y avoir de haine. Et pour préserver l'amour, aveuglément, j'ai choisi de me taire. Une louve défend toujours ses petits. Tu as devant toi Jeanne et Simon, tous deux tes frères et sœurs. Et puisque tu es né de l'amour, ils sont frères et sœurs de l'amour. Écoute, cette lettre, je l'écris avec la fraîcheur du soir. Elle t'apprendra que la femme qui chante était ta mère. Peut-être que toi aussi te tairas-tu. Alors sois patient. Je parle au fils, car je ne parle pas au bourreau. Au-delà du silence, il y a le bonheur d'être ensemble. Rien n'est plus beau que d'être ensemble, car telles étaient les dernières paroles de ton père. Ta mère. Lettre aux jumeaux. Dans son testament, votre mère vous réservait une lettre si vous vous acquittiez de ce qu'elle vous demandait. Vous vous en êtes acquitté, grandement. Voici la lettre. Simon, est-ce que tu pleures? Si tu pleures, ne sèche pas tes larmes, car je ne sèche pas les miennes. L'enfance est un couteau planté dans la gorge et tu as su le retirer. À présent, il faut réapprendre à avaler sa salive. C'est un geste parfois très courageux, avaler sa salive. À présent, il faut reconstruire l'histoire. L'histoire est en miettes, doucement, consoler chaque morceau. Doucement, guérir chaque souvenir, doucement bercer chaque image. Jeanne, est-ce que tu souris? Si tu souris, ne retiens pas ton rire, car je ne retiens pas le mien. C'est le rire de la colère, celui des femmes marchant côte à côte. Je t'aurais appelé Saouda, mais ce prénom encore dans son épellation est une blessure béante au fond de mon cœur. Souris, Jeanne, souris. Notre famille, les femmes de notre famille sommes engluées dans la colère. J'ai été en colère contre ma mère, tout comme tu es en colère contre moi, et tout comme ma mère fut en colère contre sa mère. Il faut casser le fil. Jeanne, Simon, où commence votre histoire? À votre naissance?
Alors elle commence dans l'horreur. À la naissance de votre père? Alors, c'est une grande histoire d'amour. Mais en remontant plus loin, peut-être que l'on découvrira que cette histoire d'amour prend sa source dans le sang, le viol, et qu'à son tour le sanguinaire et le violeur tient son origine dans l'amour. Alors, lorsqu'on vous demandera votre histoire, dites que votre histoire, son origine, remonte au jour où une jeune fille revint au village natal pour y graver le nom de sa grand-mère Nazira sur sa tombe. Là commence l'histoire. Jeanne, Simon, pourquoi ne pas vous avoir parlé? Il y a des vérités qui ne peuvent être révélées qu'à la condition d'être découvertes. Vous avez ouvert l'enveloppe, vous avez brisé le silence. Gravez mon nom sur la pierre et posez la pierre sur ma tombe. Votre mère. Jeanne, fais-moi encore entendre son silence. Jeanne et Simon écoutent le silence de leur mère. Incendie de Wajdi Mouawad, enregistré au Théâtre 71 à Malakoff, avec Maurice Bénichou, Hermile Lebel, Christophe Raymond, Simon, Vanessa Larré, Jeanne, Juliette Roudet, Nawal jeune fille, Laurence Bourdi-Lamrouche, Nawal femme, Charles-Éric Petit, Wahab, Evelyne Guimara, Tiane, Martine Sarcey, Nazira, Simon Duprez, Antoine, Julia Védis-Bogart, Saouda, Laurent Lederer, le médecin, Omar Lekloum, Abdesamad, Majid Bouali, le guide, Rabat Loussif, le concierge de l'école, Gérard Dournel, Malak, Jacques Frantz, Shamseddine, Malik Faraoun, Nihad et Sabrina Baldassara, la narratrice. Bruitage, Bertrand Amiel. Équipe technique, Philippe Carminati, Mathieu Leroy, Sébastien Huel, Francis Petit. Assistante, Annabelle Brouard. Réalisation, Christine Bernard-Sugy.